Donc, il faut bien reconnaître que la physique a fait des progrès absolument considérables. Ensuite, tu commences à te dire qu'il doit y avoir des analogies entre l'économie et la physique. Alors, il pourrait y avoir la valeur des actifs longs qui monte de folie. Donc, on pourrait avoir l'immobilier qui monte, les obligations aussi, et les actions. Donc, quelque chose de très intéressant. Les gars qui n'ont pas de contraintes énergétiques. Qui n'ont pas de contraintes énergétiques, qui n'ont pas monétisé le Covid, qui n'ont pas fait n'importe quoi avec leur émission de monnaie. Et comme par hasard, ils ont une inflation beaucoup moins forte. Et certains commencent à avoir une inflation sur un an qui est moins forte que dans les 7 dernières années. Didier Dercé, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard. On va attaquer sur un sujet plus technique, mais alors qui va nous emmener dans des abîmes de perplexitude et d'efficacité. C'est la question de la composition d'un portefeuille. Parce qu'en fait, habituellement, tu as plusieurs actifs dans ton portefeuille. Il faut arriver à diversifier pour tendre vers réduire la volatilité, minimiser les drawdowns, etc. Et puis, on fait ça après pour savoir si on en met 10 ou 20%, c'est tout à la proportionnelle. On dit, je vais être exposé à tant de pourcents, tant de pourcents. Et là, tu dis, attendez, moi j'ai vu, je revisite l'allocation dans les portefeuilles grâce à la théorie de la gravitation de Newton. Et là, je te dis, alors attends Didier, il va falloir que tu m'expliques. On va prendre 5 minutes. Tu vas m'expliquer ça. T'expliquer ça, non, Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans Alors, déjà, ça fait partie d'une réflexion beaucoup plus générale, qui est quelque chose qui me passionne depuis presque 20 ans, et qui s'appelle l'éconophysique. Alors, l'éconophysique, c'est quoi ? C'est de se dire, peut-être que l'économie, finalement, c'est un écosystème, c'est un système complexe d'interaction. La nature, c'est un peu la même chose. Et puis, la physique a découvert des tas de lois de la nature. Elle a fait des progrès complètement fous depuis 200 ans, 150 ans, entre la thermodynamique, et puis même la physique newtonienne, bien sûr, ça c'est un peu plus de 150 ans, mais la théorie d'Einstein, la physique quantique, la physique a fait des progrès absolument vertigineux, qui nous conduisent d'ailleurs, en termes d'application, à avoir tous les objets qu'on utilise aujourd'hui, et qui font véritablement l'économie moderne. Tu imagines que sans cette physique, on serait à peu près au niveau du XVIIe siècle. Ce serait un peu compliqué. Ça serait beaucoup plus compliqué. Donc, il faut bien reconnaître que la physique a fait des progrès absolument considérables. Ensuite, tu commences à te dire qu'il doit y avoir des analogies entre l'économie et la physique. Tu dis, mais est-ce que l'économie ou la finance a fait des progrès de cette nature ? Qu'on a déjà mis en exergue plusieurs fois sur cette chaîne avec tes travaux. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'entropie, l'énergie, etc. Donc ça m'amuse beaucoup. L'antifragilité, l'énergie négative. L'énergie négative, etc. Vous allez en trouver sur la chaîne des comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un sujet tout à fait valable intellectuellement. C'est une science jeune qui a une vingtaine d'années. Et donc voilà. Alors je me suis penché sur la question de Newton. Alors Newton, c'est la loi de gravitation, qui était une chose extraordinaire parce que d'abord Newton était un type qui était franchement mal barré au début de sa vie, puisqu'il était orphelin de père. Sa mère l'a abandonné. Il est né le jour de Noël. Et il s'est débrouillé. Il était déshérité. C'est un homme qui n'avait rien au départ de sa vie et qui a été à inventer un truc absolument extraordinaire, qui est sa théorie de la gravitation. Et en plus, il a dit que c'était la première loi universelle. Donc les scientifiques avaient fait des lois. Je vous prends tous. Ça veut dire qu'il avait dit, c'est pas simplement là sur la table, c'est le cosmos, c'est l'univers. Ouais. Donc il a pensé à cette notion de loi universelle qui n'existait même pas intellectuellement. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout sûr qu'il y ait des lois qui dépassent par exemple la Terre. Si tu remontes à Aristote, on pensait qu'il y avait des lois sur Terre et puis qu'ensuite il y avait des sphères célestes qui étaient dans un monde parfait, dans lequel les rotations étaient sur des sphères parfaites, etc. Donc l'idée que... Et la Terre, c'était tout ce qui dégradait un peu du parfait. C'était comme ça que c'était vu. Bon. Et là, tout d'un coup, il dit non, pas du tout. Je vais vous donner une loi universelle. Et cette loi universelle, elle consiste à dire qu'il y a des masses et que les masses s'attirent. Bon, elles s'attirent les unes les autres avec une force de gravitation. Et que donc tu prends deux masses, elles vont être attirées l'une par rapport à l'autre. Et de quelle manière ? Elles vont être attirées proportionnellement à leur masse respective. Donc la Terre va plus attirer la Lune. Donc ça c'est proportionnel. Proportionnel. Et ça va être aussi, cette force d'attraction va décroître avec la distance.
des deux masses. Donc plus une planète est éloignée de l'autre, moins elle subit sa force gravitationnelle. Et que la loi, c'est proportionnel au carré de la distance. Non, c'est pas la distance. Donc c'est pas proportionnel, c'est pas proportionnel. C'est au carré. Donc si on a une distance d'1 kilomètre et qu'on passe à 2 kilomètres, la distance n'est pas divisée, la force n'est pas divisée par 2, mais par 4. Exactement comme d'ailleurs dans une voiture. Si on roule à 50 km/h, disons qu'on met, 50 mètres pour s'arrêter. Si on roule à 100 km/h, on ne met pas 100 mètres pour s'arrêter, on met 4 fois plus, parce que l'énergie, elle est au carré. Donc, il y a encore une histoire de carré, tu vois, le carré. Donc, c'est pour ça qu'on dit, attention, que plus vous roulez vite, plus il faut bien se rendre compte que les distances de freinage augmentent comme le carré de la vitesse. Et vous consommez au carré. Et vous consommez aussi au carré. C'est pour ça qu'entre 110 km/h et 130, c'est pas un gain linéaire, c'est un gain au carré. C'est un gain au carré, c'est distance de freinage au carré, etc. Donc, il a dit distance au carré. Voilà. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, cette notion-là, et surtout parce que j'avais lu un certain nombre d'études économiques qui disaient que, il y avait des phénomènes de cette nature au carré. Par exemple, beaucoup m'intéressait le centre d'attraction économique d'une ville. Donc tu prends une petite ville et puis un gros centre urbain. Et tu te dis, la petite ville, elle est par exemple à 10 km. Et puis il y en a une autre qui est à 20 km. Alors, est-ce qu'on peut mesurer l'attraction de la grande ville ou de la petite ville et la grande ville? Je dirais le nombre de personnes qui vont travailler dans la grande ville. Alors, tu as plein de trucs. Par exemple, tu as les échanges de biens et de services. Donc ça se mesure. On le mesure également par les communications. Donc, le nombre d'appels qu'on envoie à la grande ville ou alors en local. De SMS, de machin, d'échanges. Donc à la fois au niveau physique et au niveau informationnel. Et on se rend compte que l'influence de la grande ville diminue selon la distance de la petite ville et distance au carré. Exactement comme Newton. Donc ça, je me suis dit, ça c'est vachement intéressant, ça. C'est quand même marrant. C'est quand même marrant. D'ailleurs, ça peut poser, quand tu as réalisé ça, tu peux te dire, tiens, mais si on doit créer une nouvelle ville, par exemple, parce qu'on veut loger des gens, ou etc., où est-ce qu'on la place, cette nouvelle ville? Ça y est, tu as un problème qui est quasiment un problème scientifique. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, si je la mets là, quelle va être l'influence économique de celle-là, celle-là, celle-là? Si je la déplace un peu, tu simules, et tu vas arriver à la placer à l'endroit dans lequel elle bénéficiera le plus. Maximise la force d'attraction des autres villes. Très intéressant. C'est un point de Lagrange. Un point de Lagrange, voilà. Alors, rappelle le point de Lagrange. Oui, on va pas rentrer dans la science à ce niveau-là, mais ça veut dire que tu vas trouver l'équilibre entre toutes les forces d'attraction qui sera la plus intéressante pour toi. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, mais l'allocation d'un portefeuille. Alors, je partais d'un portefeuille classique, celui qu'on utilise pour notre stratégie du rentier, et qui dit, finalement, il y a 4 grandes classes d'actifs liquide, donc je ne parle pas de l'immobilier, je ne parle pas du private equity, liquide qu'on peut acheter, vendre facilement. Ce sont les actions, bien sûr, les obligations longues, et il reste 2 autres classes d'actifs qui sont l'or et les liquidités, le cash, c'est-à-dire les titres de cours d'État. Voilà. 4 grandes classes d'actifs. Les titres courts n'ont pas de volatilité, puisque c'est du cash, ça ne bouge pas. Donc c'est les 4 classes d'actifs qu'on utilise dans le premier portefeuille sur les deux de la lettre d'investissement. C'est le rentier qui a démontré une stabilité incroyable depuis 50 ans, en produisant inflation plus 3 à 4 sur 50 ans, en bougeant très peu. Alors qu'on voit que les actions montent, puis baissent, les obligations, etc. Lui, il fait son parcours au travers des classes d'actifs avec une stabilité. C'est le portefeuille Jeep, quoi. Voilà, il est sur l'autoroute, il va moins vite que les actions. Et tout d'un coup, on arrive, ça devient chaotique. Les gars dans les actions, la bagnole fait des Maserati, elle la ramène plus. Elle la ramène plus. Et là, la Jeep continue. Et lui, ça lui change pas beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle allait à 120 km/h et pas à 200. Et puis elle continue à 120 km/h, tu vois, ou à 110, mais elle va pas descendre à 20 km/h ou s'arrêter. Voilà. Donc ça, très très intéressant. Donc 4 classes d'actifs. Je me suis dit, tiens, je vais considérer ces classes d'actifs comme des planètes. Voilà. Et je vais imaginer que le portefeuille financier, c'est un engin spatial. C'est un LEM qui va se balader dans l'espace, il va faire tout un chemin. Le LEM, c'est le vaisseau spatial où on est allé sur la Lune avec... Voilà, alors ça... C'est une espèce de boîte de raviolis en papier aluminium, quoi. Voilà, en grosso modo. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, imaginons, par analogie, je suis exactement comme avec les villes. Tu vois, je suis plus près de la grande ville ou plus près de la petite ville, je subis l'influence plus ou moins de l'autre, par une force d'attraction, par exemple. Et je me dis, voilà, il y a 4 planètes. Il y a une planète pure. Donc, il y a une planète, c'est que de l'or. Voilà, c'est la planète en or. Tu as une planète, il n'y a que des actions.
La troisième, que les obligations. Et la quatrième, elle est complètement liquide. Il n'y a que des océans à la surface. C'est la planète cash. 4 planètes pures. Et puis, j'ai mon petit engin spatial qui se balade. Et il subit la force de gravitation de ces 4 planètes. Et je me suis dit, bon ben voilà, déjà, il va falloir essayer de placer les planètes, savoir où elles sont, logiquement. Et puis ensuite, essayer de déterminer la position de l'engin spatial par rapport à ces planètes. Et ensuite de dire, bah, je vais remplir mon portefeuille en fonction de la force d'attraction de chacune des planètes. Donc si je suis très 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 proche de la planète Or, j'aurai plein d'or. Et puis si je suis très 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 proche de la planète Cash, bah, je serai quasiment... Donc c'est le marché en fait au milieu. Alors c'est pas le marché. Le LEM, c'est quoi? Ah non, c'est le portefeuille. C'est le portefeuille. C'est le portefeuille qui va dire, si je me pose sur la planète Or, alors je dois être composé de 100% d'or. Si je me pose sur la planète Cash, 100% de cash, etc. sur les deux autres. Et si je suis au milieu... bah, je dois avoir peut-être 20% d'or, 30% d'or. Un équilibre. Un équilibre entre chaque. Et cet équilibre, bah, je peux l'imaginer comme la force d'attraction des planètes. Donc c'est le portefeuille qui maximise la rentabilité sur les 4 planètes. Quoi. C'est le portefeuille qui est logique compte tenu de sa position dans un univers un peu idéalisé dans lequel il y a des planètes pures et qui va donc se composer. Je me suis dit, tiens, je vais tenter la loi de Newton et puis je vais voir ce que ça donne, tu vois, sur longue période. Et en fait, ce que ça donne, c'est très très bien. Donc, je me suis dit, c'est très amusant ça. Alors, première question, c'est comment est-ce qu'on va déterminer la position des planètes en fonction de quoi? Alors, donc le résultat, on peut l'afficher, tu on l'affichera avec voilà, donc bien sûr, bien sûr. Alors ça c'est très amusant. Alors, je pars de la planète Action. Alors pour la planète Action, je vais essayer de tout simplifier. En fait, je vais simplifier les tas de choses dont on a parlé depuis 2 ans, mais je vais les ramener vraiment à l'essence, au plus simple. Donc les actions au plus simple, ça dépend de la situation économique. Voilà. Essentiellement. Ça dépend aussi de la situation monétaire, mais fondamentalement, les premiers facteurs, c'est la situation économique. Et la situation économique, il y a 2 grands facteurs qui sont la croissance économique. Donc le pétrole, ce qu'on disait tout à l'heure, exprimé en barils de pétrole, pour faire simple. Pétrole, machin, etc. On sait très bien que quand la croissance économique monte, le profit des entreprises monte. Et donc, on voit sur longue période que la croissance économique nominale et les profits nominaux, bah, c'est une parallèle avec des oscillations, bien sûr. Mais en fait, c'est exactement la même tendance. Donc, le premier facteur qui détermine la valeur des actions, c'est la croissance économique. Et puis, il y a un deuxième facteur qui est le niveau d'inflation. Donc, parce que les inflations, parce que comme tu sais, on n'achète pas une entreprise sur ses profits. On achète un certain nombre d'années. Les profits futurs. Et plus on met d'inflation, plus on mange l'avenir. Plus on mange l'avenir. Donc, ça veut dire que, voilà. Donc, plus ça ralentit la croissance des actions. Ça ralentit. Donc, on achète les profits d'aujourd'hui, plus un certain nombre de fois les profits d'aujourd'hui. Et ce certain nombre de fois est complètement contrôlé par l'inflation. Et en désinflation, on achète de plus en plus de profits. Donc, quand on a une croissance désinflationniste, on augmente la base et le levier. Et là, c'est fromage et dessert. Et ben voilà, tu as défini parfaitement la position de la planète Action. Elle est au maximum de la croissance et au maximum de la désinflation. Si tu es au maximum de la désinflation, alors là, tu es sur la planète Action. Et tout va bien. Complètement et alors là, c'était juste les énormes rallyes des marchés des actions. Alors, comment est-ce qu'on mesure la croissance et l'inflation? On en fait des indices mondiaux. Donc, on va regarder dans chaque pays, on en suit 40, lesquels sont en inflation, lesquels sont en désinflation, en croissance accélérante ou décélérante. Et puis, on fait juste un calcul de pourcentage. Donc, on dit, ben voilà, on a 54% des pays en croissance, 40%. Et ça nous donne l'espace dans lequel va se balader l'engin spatial. Et puis, ça nous dit exactement où se situe la planète Action. Elle se situe à 100% de croissance et à 0% d'inflation, ou 100% de désinflation. Et là, paf, on connaît la position de la planète Action. Super, on a trouvé ça. Alors maintenant, il nous reste 3 classes d'actifs, qui sont les obligations, le cash et l'or. Là, fondamentalement, ce sont des actifs qui sont très liés à la politique monétaire. C'est beaucoup moins lié que cela à la croissance ou à l'inflation. On quitte les cadrans économiques et on part dans le monétaire. Et on va dire les choses aussi très simples. C'est-à-dire que la planète Or, quel est l'idéal pour la planète Or? L'idéal pour la planète Or, c'est quand les taux d'intérêt sur les devises, sur le cash déposé à la banque ou les bons du trésor à très court terme, quand ces taux d'intérêt sont trop bas, quand ils sont maintenus artificiellement tellement bas, que, comme c'est le cas actuellement, que finalement, ils ne rémunèrent pas assez pour maintenir le pouvoir d'achat. Ils détruisent le pouvoir d'achat. Ils détruisent le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, en Europe, en moyenne, on a une inflation à 7%. Les taux sont, tu vois, entre 2 et 3%.
chaque année, tu perds entre 4 et 5. Donc, en fait, ils sont trop bas. Donc, évidemment, ça, c'est pas bon. Donc, quand c'est pas bon, à ce moment-là... Vaut mieux acheter de l'or. Oui, qu'est-ce que font les épargnants qui voient qu'ils perdent de l'argent? Tout d'un coup, ils disent, vous savez quoi, je vais acheter de l'or. Et ça monte bien, d'ailleurs. D'ailleurs, ça monte. Alors, ça monte par à-coup, etc. Mais historiquement, on sait que ce sont les situations les plus favorables à l'or. Les situations les plus favorables à l'or sont quand les devises fiat, les devises fiduciaires, sont ce qu'on appelle débasées. Ça veut dire qu'en fait, on a émis trop de papier, on met les taux d'intérêt trop bas, ils perdent de la valeur par rapport aux actifs réels, elles ne valent plus rien, ce papier. Et donc, hop, tout le monde va vers l'or. Voilà, donc on fait la même chose, je prends mes 40 pays, toutes les devises, je regarde lesquelles payent pas assez ou trop par rapport à l'or, et puis quand toutes les devises sont débasées, c'est-à-dire que c'est vraiment une catastrophe des politiques keynésiennes à fond, on a mis plein de billets et les taux d'intérêt sont trop bas, 100% des pays sont débasés, voilà la planète or. Donc on a la planète or. Voilà. Donc là, il faut aller atterrir, ou je sais pas quoi, comment on dirait pour la planète or. Il faut mettre sur son portefeuille en or. Voilà. Alors voilà. Alors ensuite, il me reste le cash et les obligations. Finalement, on se dit, le cash et les obligations, quelle est la différence entre du cash et les obligations? Alors, le cash, ce sont des titres d'État très courts. Par exemple, les bons du Trésor à 1 mois. Et puis les obligations, c'est les obligations d'État à, par exemple, 10 ans. Donc tu te dis deux choses. Tu te dis, finalement, quelle est la différence entre les deux? Le risque de crédit... C'est la maturité. Le risque de crédit est le même. Ta contrepartie, c'est l'État. Donc en fait, si l'État fait défaut, que tu aies des titres courts ou des titres longs, tu perds les deux. Donc il n'y a pas de différence en termes de risque de crédit à court terme. Pas à court terme, mais en termes de signature de crédit. Est-ce qu'il y a une différence de devise? Non, puisque les bons du Trésor sont exprimés en dollars, si c'est des bons dollars ou en euros. Donc la seule différence, c'est le prix du temps. Le prix du temps entre le 1 mois et le 10 ans. Donc ce prix du temps, c'est ce qu'on appelle la pente de la courbe des taux. Donc la pente, alors on regarde sur longue période dans tous les pays, elle est à peu près combien, cette pente de courbe de taux? Elle est à peu près de 1%. Donc ça veut dire que depuis 50 ans ou un peu plus, dans toutes les devises du monde, en moyenne, le 10 ans a un taux d'intérêt qui est 1% supérieur au cash. Aux 3 mois. Ou à 1 mois ou aux 3 mois. 1%, d'accord. Je vais simplement mesurer la proportion des marchés obligataires dont la pente est supérieure à 1% ou inférieure. Donc je me refais un indice de 0 à 100%. Quand il est à 100%, ça veut dire que tout le monde a un prix du temps qui est formidable. Et à ce moment-là, achetez des obligations. Si vous payez bien le temps, donc achetez des obligations. Et puis si elles sont toutes plates, comme c'est actuellement de plus en plus... Voire négatives, alors là, cash. Alors là, cash, vous voulez pas... On peut pas être plus logique. Et donc voilà. Et donc maintenant, j'arrive aujourd'hui. Et puis je dis, où est-ce qu'est mon engin aujourd'hui? Aujourd'hui, quelle est la croissance? Pour nous, la croissance, elle est très importante dans le monde. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça va pas bien en Europe, mais dans le reste du monde, elle est très forte. Donc on est à des niveaux de croissance très forts. L'inflation. Donc la planète action est active. Donc la planète action, elle est quelque part. La croissance est bonne, donc on se rapproche de la planète action, puisqu'on veut beaucoup de croissance. L'inflation... Ah non, l'inflation, c'est pas terrible. Ça, c'est pas bon. Donc on n'est pas en train d'atterrir sur la planète, mais on est en train de diverger à cause de l'inflation. Mais on est bon en termes de croissance et on est mauvais en termes d'inflation. Donc on calcule une distance, parce qu'on peut le placer. Et cette distance, c'est la distance à la planète action. Maintenant, je vais prendre cette distance au carré. Et c'est ça qui va me donner mon pourcentage d'action. Et donc là, on arrive sur un pourcentage d'action qui est entre 40 et 50%. Et ça diverge par rapport à un pourcentage classique. Alors, ça diverge par rapport à un pourcentage classique, parce que les pourcentages classiques, d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment ils sont faits, tu sais. Les gens, c'est difficile de ça, parce que c'est des problèmes complexes. C'est l'influence de l'un sur l'autre, sur le troisième. Donc moi, j'ai voulu prendre le truc le plus simple qui soit, tu vois, le plus simple, et avec une loi d'amortissement qui ressemble à de la gravitation. C'est-à-dire, plus je m'éloigne, plus je baisse au carré. Je baisse très vite, très très vite mon allocation si je m'éloigne. Donc ça veut dire que quand je commence à vraiment avoir... Si par exemple, là, on a beaucoup d'inflation. Si la croissance diminue, alors là, mon 50%, il va passer vite à 40, 30, 20, 10. Tu vois, il va s'effondrer assez rapidement au fur et à mesure que si la croissance se mettait à diminuer, on verrait l'amortissement du portefeuille très rapidement. Et puis, si la désinflation se produisait, ce que l'on voit un tout petit peu arriver en Chine, dans certains pays d'Asie, à ce moment-là, on se rapprocherait de la planète action. Donc, je monterais à 50, 60, 70. Alors, on peut mettre des limites.
On peut dire que... Et en vrai, la désinflation, elle a lieu dans les pays où il y a de l'énergie disponible, quoi. Donc ça va avoir peut-être l'Inde, la Chine, dont on parlait dans même le une Brésil, vidéo, et le Brésil. Et même le Brésil. Brésil, Inde, Brésil, Chine... Les gars qui n'ont pas de contraintes énergétiques. Qui n'ont pas de contraintes énergétiques, qui n'ont pas monétisé le Covid, qui n'ont pas fait n'importe quoi avec leur émission de monnaie. Et comme par hasard, ils ont une inflation beaucoup moins forte. Et certains commencent à avoir une inflation sur un an qui est moins forte que dans les 7 dernières années. Donc on rentre dans un régime de désinflation. Et si on rentre dans un régime de désinflation, alors là, il pourrait y avoir la valeur des actifs longs qui monte de folie. Donc on pourrait avoir l'immobilier qui monte, les obligations aussi, et les actions. Donc quelque chose de très intéressant. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu fais ça, ça marche mieux quand tu le fais en amortissant la distance au carré qu'en prenant la distance proportionnelle tout court. Oui, c'est ça. Alors, et là, du coup, je dis, pourquoi on le voit partout. Moi, je me souviens quand j'étais au collège, on parle de Newton. Je vois, mais pourquoi au carré? Pourquoi au carré? Bien sûr. Ça, Newton a postulé cela. Il l'a pas. Ça sort pas d'une démonstration. Il l'a postulé par analogie avec l'optique. C'est-à-dire qu'on peut le comprendre simplement en sachant que si on s'écarte de par exemple la taille d'un individu, tu prends une photo d'une personne à 1 mètre et puis tu le recules à 2 mètres, etc. La surface de la personne, la surface c'est un carré. Donc sa surface va diminuer avec le carré au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Et donc on peut comprendre... Oui, le gars il est 2 fois plus petit. Il est 2 fois plus petit, mais en fait... comme il est 2 fois plus petit, il est aussi 2 fois moins large, et du coup il est 4 fois moins surfacique. Voilà, sa surface diminue par 4. Donc en fait quand on s'éloigne, on voit en fait que l'impact... Alors pourquoi est-ce qu'il faut regarder la surface plutôt que le point ou plutôt qu'une droite? C'est parce qu'on peut comprendre que c'est des champs de force, tu vois, où c'est un faisceau de lumière. Donc si c'est un faisceau de lumière, qu'est-ce qui se passe? Si tu es très près, tu fais une grosse ombre. Et puis si tu t'écartes un petit peu, ton ombre va diminuer. Tu vois, l'impact du faisceau, il ne va capturer la surface qu'un tout petit peu. Donc je pense que c'est possiblement comme ça. En tout cas, il y a un lien fondamental qui fait que ces histoires de distance, il faut les amortir au carré. Et ça, personne ne l'avait vu. Non, mais alors, je ne dis pas pour autant, tu vois, faut être prétentieux, je ne dis pas que la finance c'est de la gravitation newtonienne. Je dis simplement que c'est quand même intéressant de reprendre quelques lois fondamentales là-dedans, en se demandant, mais finalement, si je déroule quelque chose d'assez logique, en faisant cette hypothèse, est-ce que j'arrive sur quelque chose qui fonctionne bien ou pas? Et en fait, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne mieux au carré qu'au pro? Ah oui, beaucoup mieux, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai écrit ce papier. Évidemment, beaucoup mieux. Donc c'est une façon d'essayer de formaliser, de comprendre pourquoi, en fait, on peut avoir des règles plus ou moins logiques. Les règles fondamentales sont logiques, c'est-à-dire les questions économiques ou monétaires. Il fallait déjà les poser quand même. Il fallait déjà les poser. Donc ça, c'est déjà du travail de simplification de choses pour qu'il n'y ait pas des intégrales triples et des calculs mathématiques très sophistiqués. Faire simple, c'est quand même pas si... Faire simple, c'est très compliqué. C'est pas trivial. C'est beaucoup plus difficile de faire simple que de faire compliqué. Que de s'étaler. D'ailleurs, ce sont les choses les plus simples qui restent le plus longtemps dans l'histoire des hommes. Et ce sont les théories les plus simples qui sont les plus spectaculaires. E égale MC2, en ça est remarquable, et on retrouve encore un carré. Ça, oui, absolument. Et en plus, l'équation ne peut pas être plus simple, quoi. Donc, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et même avec une équation aussi simple que ça, tu peux la tripatouiller dans tous les sens et ça te donne de nouvelles idées. Tu vois, oui, parce que tu peux dire E égale MC2. Donc, ça veut dire que l'énergie, c'est la masse fois... alors là, c'est la vitesse de la lumière au carré. Disons la vitesse au carré si tu as un objet qui ne va pas à la vitesse de la lumière. Ensuite, tu peux dire E égale MC2, c'est M égale E sur C2. Tu vois, tu peux juste faire un truc. Ouais. Et alors ça veut dire quelque chose de très différent. Ça. Parce que ça ne veut pas dire que ton énergie vaut la masse fois la vitesse au carré, parce que si tu dis que l'énergie, c'est la masse fois la vitesse au carré, alors tu te dis que quelque chose qui a une masse nulle n'a pas d'énergie. D'accord ? Et en fait, quand tu le fais dans l'autre sens, tu te dis, mais non, ça veut dire que la masse, c'est de l'énergie divisé par le carré. Donc, tu vois, tu peux partir dans des considérations. Tu dis, mais est-ce que ça a du sens de dire qu'une masse, c'est de l'énergie? Bah oui. Puisque finalement, quand tu remarques, par exemple, notre corps, elle a des atomes. Et dans les atomes, il y a des protons, des neutrons. Et ces protons et ces neutrons, ils ont des quarks, donc des particules élémentaires, dont on connaît la masse. Donc, on sait combien on a de particules élémentaires dans notre corps. Et on sait combien on pèse. Et donc, quand on regarde quelle est la masse de notre corps, bah, elle devrait être 2 à 3% de ce qu'on observe. Donc, comment ça se fait? Eh ben, c'est parce qu'on a de l'énergie, parce que ces trucs-là bougent très, très, très vite,
Et comme ils bougent très vite, ils ont beaucoup d'énergie. Et cette énergie, c'est de la masse. Donc, le fait qu'ils bougent très très vite, quand tu montes sur ta balance, bah, tu dis hop, voilà. Et en fait, 97% de notre masse n'est pas la masse de nos constituants. C'est l'énergie associée de rotation et de constituants. Donc tu vois qu'en prenant des équations extraordinairement simples, tu arrives à des profondeurs de réflexion complètement dingues. Et surtout des découvertes scientifiques qui te font que tu fais des collisionneurs de particules qui te créent de la masse. Donc tu te crées carrément, tu renvoies de l'énergie cinétique, tu fais collisionner deux protons à très haute vitesse et tu as de la création de matière qui n'existait pas, qui sortent du vide et tu les vois. Partir. Donc, tu les vois découvrir. Voilà, des choses comme ça. Donc le cadre général, c'est l'éconophysique. Beaucoup de déclinaisons. On en trouvera d'autres, je te raconterai d'autres parce que ça m'amuse beaucoup de travailler là-dessus. Mais là, application des lois de Newton, extrêmement simple. Décroissance de la force d'attraction au carré. Où est-ce qu'on positionne les planètes et où est-ce qu'on met notre lemme. Et puis enfin, d'un point de vue un peu plus artistique, tu peux te dire que soit c'est ton engin spatial qui se balade entre 4 planètes fixes. Mais bon, on sait très bien que le déplacement est quelque chose de relatif, la vitesse. Donc, si tu es à l'intérieur de ton engin spatial, tu n'as pas l'impression que tu bouges. Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là ? Ce que tu vois, c'est que ce sont les planètes qui dansent autour de toi. C'est ça qu'ils voient. Et toi, tu as l'impression que tu es fixe parce que tu te déplaces. Et en fait, tu vois les planètes qui dansent. Donc, c'est une façon de leur présenter. Je suis là, on pourrait le faire un truc de science-fiction. Je me balade et je me rapproche de la planète Or, alors je me remplis d'or. Je me rapproche de la planète Cache, je me remplis de cache. Et ben voilà, système rigoureux, mois par mois, et ça fonctionne très bien. Et oui, ça marche, hein, on montre les résultats là. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, on rédige une lettre ensemble d'investissement. Donc si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran et puis on vous explique tout ça chaque mois et on met à jour. Donc on a pas mal de perspectives et d'idées. Voilà. Merci beaucoup Didier. Merci Richard. Bonne journée.